Oui. Alors bonjour et bienvenue pour un petit vlog, on va appeler ça un postscriptum stum, parce que comme ça fait pas genre vieux vlog, voilà, ça fait genre un truc un peu travaillé tout ça. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que vous l'avez peut-être vu ou pas, il y a un cut dans l'outro de la toute dernière partie de l'analyse de Bohemian Rhapsody. Et c'est normal parce qu'en fait l'outro durait un peu trop longtemps, je prenais mon temps en fait pour décrire tous les films que j'avais vus pour faire cette analyse. Je me suis dit, bah, ça prenait genre 10 minutes de plus et déjà que le truc fait 30 minutes, tu vois. On n'allait pas non plus faire un bail hyper long. Donc j'ai coupé. Et je me suis dit que c'était quand même bête de perdre ce bout de vidéo parce qu'il était intéressant. Donc je vais le reposter sur la chaîne, là maintenant. Et je vais en profiter un peu pour remercier des gens et parler de trucs et d'autres autour de l'analyse. Donc en premier, j'aimerais remercier tous les gens qui ont travaillé avec moi, que ce soit dans la relecture, que ce soit dans les conseils, que ce soit pour les voix, que ce soit sur plein de trucs dans le genre, que même ceux qui ont partagé, qui ont regardé tout ça, c'était vraiment très cool. Et voilà, j'aimerais encore remercier toutes ces personnes une nouvelle fois. D'ailleurs, j'aimerais faire un peu de pub pour un copain qui m'a fait un petit dessin là pour mon anniversaire et qui m'a offert gentiment La fin de l'espèce, qui est un album de rap du Club des Losers, qui est pour moi, d'un de mes des albums de rap qui est un des plus importants dans ma vie et qui est vraiment excellent. Voilà, et qui m'a fait un petit dessin aussi, qui m'a refait la jaquette parce qu'il a trouvé ça dans une brocante. Et voilà, donc j'aimerais beaucoup le remercier personnellement de cette vidéo et dire que allez voir son Instagram. Il fait des dessins, c'est cool, c'est sympa. Et voilà, voilà. De même, j'aimerais revenir du coup un peu sur les vidéos. Oui, l'organisation des vidéos est un peu bordélique. Il y a 3 parties du coup. Au départ, pour l'histoire, en fait, fallait que ça fasse. Je voulais faire une seule grosse vidéo de 20 minutes. Et quand j'ai tourné la première partie, je me suis rendu compte que j'étais genre à 3-4 heures de tournage. Et pour simplement la première partie, donc j'ai dit hop, on va séparer ça en deux. Et quand j'ai fait la deuxième partie, j'ai eu genre 5 heures de tournage, 6 heures de tournage. Je me suis rendu compte que c'était aussi beaucoup trop gros pour faire une seule vidéo. Ça allait faire une vidéo d'une heure. Et vu que mon PC il galère déjà à faire des petits montages de trucs qui durent 20 minutes, j'allais pas lui donner un bail d'une heure. Donc j'ai encore coupé ça en deux. Et du coup, c'est vrai que ça fait un truc un peu bordélique. Mais en gros, faut voir la première partie, puis les deux autres, c'est en fait une vidéo en 2 parties. Mais du coup, on va essayer un peu de revoir, histoire d'un peu de réorganiser ça, de faire vraiment 3 parties. Voilà. Sinon, les reproches qu'on m'a fait pas mal, parce que oui, on m'a dit plein de bien de mes vidéos, tout ça, encore merci beaucoup. J'ai plus parlé des reproches. Tout ce qui est au niveau de la technique, le problème c'est que j'y peux rien pour l'instant, c'est que c'est surtout des bails, alors si peut-être pour l'éclairage et le son je peux essayer de faire un truc, mais c'est vraiment des bails qui sont vraiment liés à mon matériel, parce que je filme et j'enregistre tout avec un seul téléphone, j'ai pas de prise son externe, tout ça, j'ai vraiment mon téléphone sur un trépied qu'on m'a prêté, tout ça. Donc c'est vraiment du taf un peu. Alors, c'est du taf à la bonne franquette, comme on dit. Et de même, donc voilà, je parlais de la technique et j'ai aussi parlé de l'argumentation. On m'a dit que l'argumentation peut être un peu fouillie, ouais, c'est vrai. Mais c'était la première fois aussi que je faisais un bail aussi gros et dans ma tête, moi, ça marchait très bien. Et c'est vrai que ça peut être un peu fouillis quand on regarde ça comme ça. C'est pour ça que je vais faire attention maintenant à avoir vraiment une argumentation vraiment très fluide. D'ailleurs, parce que la prochaine vidéo est en écriture, je connais déjà le film, tout ça. Et déjà, c'est une vidéo beaucoup plus courte, je pense que ça va faire moins de 15 minutes. Et ça va être beaucoup moins, je dirais, d'analyse et beaucoup moins de faits divers, trucs dans le genre. Même si j'aime beaucoup parler de ça, ça va être vraiment une vidéo où j'ai présenté un film qui n'est pas sorti en France et qui est adapté d'une excellente bande dessinée. Un film qui est vraiment cool, qui aurait mérité de sortir en France, mais voilà. Donc on va essayer de faire un truc, un peu plus simple pour la prochaine vidéo. Elle devrait sortir d'ici septembre, je pense. Voilà.
Et je vais aussi pouvoir revenir sur d'autres choses, comme sur le fait que le DVD est très rigolo. J'ai dû acheter le DVD pour choper l'image et tout. Donc je vais pas m'empêcher de me moquer du DVD aussi, parce que vraiment tu vois tu vois que même eux ils pensaient que leur film c'était de la merde, parce que je vous présente la tagline, enfin le bail qui est marqué ici: véritable phénomène au cinéma, Bohemian Rhapsody s'impose comme le biopic musical de référence. Référence pour qui? Pour les producteurs, voilà, qui savent que maintenant on peut cracher à la gueule d'artistes et tout le monde dira que c'est génial. Voilà. Les gens aiment bien manger du caca. C'est la morale de ce film. Le projet, initié par deux membres restants de Queen, Brian May et Roger Taylor, hein, pourquoi? Parce que l'autre est mort et le dernier est à la retraite et il voulait pas s'approcher de ça, est une réussite de tous les instants grâce notamment à la performance épatante de Rami Malek en Freddie Mercury et à l'omniprésence de la musique du groupe mythique. En gros, pourquoi faut voir ce film? Bah parce qu'il y a Rami Malek et les musiques de Queen. Voilà, le reste c'est de la merde. Voilà, j'avais hésité entre acheter le Blu-ray et le DVD. Le Blu-ray c'était genre 10 balles de plus pour un film qui est pas ouf, que j'irai pas revoir. Et pour des bonus qui étaient un peu genre... bah, c'est le fameux making of où tout le monde va dire c'était trop cool le tournage, tout ça, vrai, quoi, le réalisateur était accusé de... Ah fuck! J'essayerai un jour de changer de matos, mais en attendant, bah y a que ça. Hein. Pas non plus, on n'a pas tous 300 balles à dépenser dans une caméra et un bail du genre. Cela dit, donc on parlait du DVD, les bonus du Blu-ray on s'en bat les couilles. Là le bonus c'est quoi? Celui qui est resté c'est le Live Aid version longue. Et ça prouve bien que aussi c'était l'un des seuls intérêts du film, c'était Live Aid. C'est pour ça aussi que c'est l'une des seules scènes qui respecte vraiment historiquement le Queen. Ils ont même mis les bouteilles de Pepsi sur la table, sur le piano, parce qu'elles y étaient au concert, voilà. Et les gens ont cru que c'était un placement de produit alors que non. Voilà. Et de même, au niveau des personnages, c'est respecté vu qu'ils ont fait à peu près du mimétisme, ce qui n'est pas mal. Au contraire, c'est très très cool de voir un acteur essayer de refaire exactement un mec. C'est d'ailleurs pour ça que pratiquement tous les ans, le meilleur acteur, c'est un mec qui a fait un biopic. Voilà. Et du coup aussi, ça va me permettre de parler d'un film que j'ai vu entre temps, un film que j'aborde. À moi, il y a son nom qui est écrit dans la dernière vidéo. C'est le fameux Rocketman, le film réalisé par Dexter Fletcher. Alors, on va revenir un peu sur c'est qui Dexter Fletcher. Fletcher, c'est donc un réalisateur qui est un peu un élève de Matthew Vaughn. C'est pour ça que beaucoup de ses films sont produits par Matthew Vaughn. Et Matthew Vaughn, c'est le mec un mec que j'aime pas des masses, parce qu'il a réalisé Kingsman, le premier du nom, qui était cool, mais qui avait le cul entre deux chaises, parce que c'était un film qui était beaucoup trop violent pour être un excellent film pour jeunes ados. Et par contre, il était beaucoup trop débile pour être un vrai film cool pour jeunes adultes, comme l'a été un Kick-Ass, par exemple, du même réalisateur. Donc c'est un film qui avait le cul entre deux chaises, et t'en ressortais avec vraiment en mode ça aurait pu être bien mieux s'ils avaient choisi son camp. Un truc tout con, il aurait fallu que les Kingsman ne tuent pas, et là le film aurait été bien mieux, ça aurait été un film pour ados, pour un jeune ado même, pour du 11-12 ans, et ça aurait été excellent. Mais bon, voilà. Après ça nous laisse quelques scènes, genre la scène de l'église qui est très très fun, mais faut se taper un film un peu poussif juste avant, donc bon. Et surtout qui est suivi, parce qu'en fait du coup si j'ai ces DVD c'est parce qu'ils étaient en réduction et que j'avais pas vu Kingsman 2. Et je me suis dit bon moi, Kingsman 1 était sympathique, je vais voir ce que donne Kingsman 2. En plus il y avait notre pote Channing Tatum, et Channing Tatum on l'aime beaucoup, surtout depuis les 21 Jump Street. Et bon Dieu, est-ce que c'est nul. C'est nul à chier. Ça dure 3 plombes, ça dure 2h15, c'est beauf à mort, c'est poussif, t'as toute une scène où genre ça tourne autour des mecs qui doivent mettre un mouchard dans la chatte d'une meuf. C'est vraiment nul à chier, c'est un des pires films que j'ai pu voir de ma vie, et c'est surtout que j'en ai vu plein de films nuls, des nanars, dans le genre, mais quand j'en ai vu souvent c'était parce que je m'attendais à que ça soit nul. Là comme je l'ai dit, j'ai acheté les DVD parce que je pensais que ça allait être cool. Et wow, parce que c'est nul à chier. En plus il y a un personnage qui revient, donc on pensait mort dans celui-là qui revient là. Alors un personnage qui avait, bon sans trop spoiler,
Il avait une puce dans le crâne. Du coup, ça a explosé, ça lui fait perdre son bras. Voilà, logique. Et il s'est rasé les cheveux et il ressemble à un des mecs de Post Process. Et c'est très perturbant. Donc voilà, c'était voilà. Donc Matthew Vaughn, c'est pas un mec que j'aime énormément. Pareil, Kick-Ass c'était cool. Son First Class, il était cool. Mais un autre film comme Layer Cake, j'ai pas du tout apprécié. Pourtant, c'est juste que j'aime pas du tout les films du style, genre Snatch, tout ça, les comédies de mafieux très anglaises, c'est pas du tout mon kiff. Voilà. Mais si vous avez aimé Snatch et que vous aimez le cinéma de Guy Ritchie en général, allez voir Layer Cake, il est sur Netflix et c'est du sous Guy Ritchie, donc normalement vous devrez kiffer. Voilà. Mais tout ça pour dire que du coup, Dexter Fletcher, c'est un peu son élève. Et Dexter Fletcher, donc, a réalisé un film qui s'appelle Rocketman, qui nous parle de Elton John, avec Taron Egerton dans le rôle de Elton John. Et encore une fois, quand je suis entré dans le film, je suis entré dans la salle, je savais pas trop quoi en penser. Parce que du coup, pour rappel, voilà, on y revient, j'aime bien ouvrir des tiroirs comme ça. Dexter Fletcher, c'est le mec qui avait terminé le tournage de Bohemian Rhapsody. Et quand on connaît la technique de Bohemian Rhapsody, quand on sait son rôle qu'il a eu dans Bohemian Rhapsody, savoir virer, effacer le taf de Singer, je me demandais est-ce que c'est vraiment un bon réalisateur. Surtout que alors, j'ai vu qu'un de ses films avant Rocketman, c'était le Eddie the Eagle, qui était sympa mais sans plus. Où on sentait la patte de Vaughn, mais encore une fois, à l'image de Vaughn, le film avait vraiment le cul entre deux chaises. Par exemple, il y avait toutes les scènes, enfin c'est un film qui parle de ski, avec Taron Egerton et Hugh Jackman. Et j'en reparlerai un peu, mais il y a toutes les scènes de saut, en fait, sont filmées de façon hyper, genre avec plein d'effets spéciaux un peu moches, mais c'est fait exprès, de trucs qui font vraiment fake. Et des fois, t'as des plans qui veulent faire réaliste avec la caméra comme ça, qui suit le bail. Et tu dis, mais pourquoi tu fous ça alors que toute ta mise en scène, elle est basée sur le kitsch, truc dans le genre. Donc voilà, c'est un réal qui avait sa patte, mais t'avais vraiment l'impression que c'était un sous Matthew Vaughn. Sachant que Matthew Vaughn, c'est déjà un sous Guy Ritchie. Et sachant que Guy Ritchie, c'est déjà un sous Tarantino. Donc bon, ça faisait quand même beaucoup de sous machin chose. Et du coup, on pouvait s'attendre à quelque chose de pas ouf. Surtout qu'en plus, il y avait eu des news comme quoi l'homosexualité de Elton John allait être un peu cachée dans le film, où des scènes ont été enlevées. Sachant que l'homosexualité de Freddie Mercury était inexistante dans le film, enfin même sa bisexualité, excusez-moi. On pouvait se poser des questions sur la qualité du film. Et qu'est-ce que j'ai eu tort, bordel de merde? Non mais vraiment, le film est excellent. Vraiment, si vous pouvez le voir, regardez-le. Si vous avez kiffé Bohemian Rhapsody, si vous avez kiffé son cousin là, allez voir. Ou il doit plus être au cinéma maintenant, mais essayez de regarder Rocketman. Ce film est juste excellent. Déjà, c'est parce que t'as plein de trucs déjà qui font mieux que Bohemian Rhapsody. La relation avec ses parents, on n'a pas le truc avec la mère qui est pour, le père qui est contre, mais à la fin, le père il devient pour. Non, là, vraiment, la relation avec ses parents, c'est chaud. Surtout la relation qu'il a avec sa mère. Avec sa mère, en fait, il a une mère qui le soutient seulement pour rendre jaloux son père. Et ça, c'est déjà une relation qui est excellente. Qui est toxique à mort, mais qui est excellente. Sa relation, tout son rapport à l'homosexualité. T'as des scènes de cul homosexuelles dans un film qui parle d'un chanteur homosexuel. Genre, on est en 2019 et on est content de voir ça, c'est bizarre, parce qu'on est censé, genre. On n'est pas censé avoir des films comme Bohemian Rhapsody qui vraiment te passent au-dessus de tout, genre qui te. Au niveau, bon, les homosexuels ça tient la main, ça fait pas l'amour quoi. Là, t'as des vraies scènes de cul. Et d'ailleurs, aussi, c'est très marrant, il a des scènes de cul avec. Comment il s'appelle? John Reed. John Reed, qui est un personnage de Bohemian Rhapsody, qui est joué par Aidan Gillen. J'ai peur de dire de la merde, Littlefinger. Il est joué par Littlefinger dans Bohemian Rhapsody. Et ce qui est très marrant, c'est que il est joué par Littlefinger dans Bohemian Rhapsody, et ce même John Reed, donc a une relation avec Elton John, est joué par, je ne me rappelle plus de son nom, par le mec qui joue Robb Stark dans Game of Thrones. Voilà. Et d'ailleurs, t'as aussi Tommy Bell, le Billy Elliot, qui joue le meilleur pote de Taron Egerton, de Elton John. Et c'est là où on va parler de Taron Egerton, parce que bon Dieu, mais waouh. On pouvait s'attendre à des rôles que des rôles de beaux gosses comme ça,
qu'ils mettent toujours en valeur. Et moi j'avais peur en fait, c'est pour ça que j'aimais pas l'acteur dans les Kingsman, j'étais en mode c'est un autre beau gosse quoi. Et ben encore une fois, qu'est-ce que je me suis trompé. déjà dans Easy Eagle il a des grosses lunettes tout ça, et là mais il a pris des kilos, il a des grosses lunettes, il est pas super joli, il a des vraies scènes homosexuelles alors que le mec est censé jouer un beau gosse qui sodomise des princesses dans Kingsman. Le mec là il joue vraiment un rôle à contre-emploi de ce qu'il était dans Kingsman, de ce pourquoi il était connu. Et s'il est ouf. En plus, il faut dire aussi que les chansons, parce que le film est une comédie musicale, et du coup, toutes les chansons ont été refaites. Ils sont chantés par lui-même. Et c'est oufissime. Il y a des reprises, je vous conseille de voir une scène où il est dans un cirque, où en fait ça passe par plein de styles différents, bollywoodiens, tout ça. Et c'est génial. Genre... Génial, c'est ce qu'aurait dû faire Bohemian Rhapsody. C'est ça... Ça crée quelque chose autour de sa musique. Ça parle de sa musique avec le film. Ça parle pas seulement de l'auteur. On parle de son alcoolisme. Rien que la première scène où le mec arrive dans le couloir au ralenti avec la musique qui est trop excellente. Le mec ça, il parle, il fait je suis sex addict, je suis alcoolique, je suis cocaïnomane, ça. Rien que ça boot, ça boot tout Bohemian Rhapsody. Alors putain, j'ai du mal à articuler. Je suis un peu malade. Et c'est génial, faut vraiment le voir. Si vous avez aimé des films comme The Greatest Showman avec Hugh Jackman, vous allez kiffer normalement aussi Rocketman. Et si vous avez kiffé un peu cette esthétique là, vous allez la retrouver dans Rocketman. Et bordel, les acteurs sont excellents, le film est excellent. Encore une fois, je vais le dire, mais il fait tout ce qu'on peut reprocher à Bohemian Rhapsody. Ce film le fait en bien. Enfin, comme si Dexter Fletcher en fait s'était servi de Bohemian Rhapsody pour tester les trucs nuls et se dire bah tiens ça marche pas. Enfin, comme si il y avait eu quelqu'un d'intelligent à Hollywood qui s'est dit tiens je vais apprendre des erreurs des films et je vais pas me dire que c'est parce qu'un film a eu du succès qu'il est bon. Et ça c'est beau, ça annonce beaucoup. Et voilà. Donc maintenant faut voir ce que ça va donner les autres biopics, mais là vraiment Dexter Fletcher c'est un réalisateur à suivre, Taron Egerton c'est un acteur à suivre, Rocketman c'est un film à voir. Malgré quelques défauts, mais ça j'en reparlerai, je pense je ferai une petite vidéo là-dessus parce que vraiment le film est très très bon. Voilà, donc regardez Rocketman, voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant je vais vous laisser avec un peu la présentation des films. Il y en a eu une petite dizaine, un peu moins de films pour faire mes vidéos. Je vous laisse avec les présentations, passez de bonnes vacances. Moi je repars au monde de l'animation avec des enfants. Super. Quitte à finir sur une petite touche, je vais finir sur les films que j'ai dû voir pour faire cette critique. Alors on va commencer très simplement par Eddie the Eagle, qui est le film de Dexter Fletcher qu'il a fait juste avant Bohemian Rhapsody. C'est pas ouf, mais clairement Taron Egerton et Hugh Jackman sont extrêmement bons dans ce film. Et il y a une scène où Hugh Jackman fait un faux orgasme, et il faut le voir pour ça. Mais sinon c'est vraiment pas ouf. Love and Mercy, un film que j'ai découvert sur le tard grâce à mes recherches. Du coup c'est avec mes recherches que j'ai découvert ce film. Il est excellent. C'est un film qui parle de Brian Wilson, donc la tête pensante des Beach Boys, sur deux périodes de sa vie. À savoir quand il était jeune, quand il a en plein boom des Beach Boys, et sur la fin de sa vie, quand il est devenu un peu schizophrène et qu'il était en proie à un faux psychologue. Ce film joue extrêmement bien sur le son, à regarder avec des écouteurs. Ce film est génial. Paul Dano n'a plus rien à prouver. Paul Dano, je vous conseille vraiment de voir ses films. C'est un des meilleurs acteurs de sa génération. Pareil pour John Cusack, qui est très très bon aussi. Et pareil, Paul Giamatti, qui est toujours génial, et Elizabeth Banks, qui est cool. Vraiment, c'est le seul film pour l'instant du réal, et c'est à voir impérativement. Et d'ailleurs, si vous avez aimé les scènes d'enregistrement dans Bohemian Rhapsody, où tu sais, il lui fait refaire des centaines de fois là, le Galiléo, et bah regardez cette scène, regardez ce film, parce qu'il y a plein de scènes comme ça, et c'est excellent. Gainsbourg, donc réalisé par ce Johan Sfar, qui est un dessinateur que j'adore son style. Et ce film est excellent, je vous le conseille beaucoup.
El Mosnino est génial là-dedans, c'est d'ailleurs ce rôle qui l'a fait connaître. À voir, je vais pas plus en parler que ça, mais vraiment à voir. La Môme, pur chef-d'œuvre. L'un des meilleurs biopics que j'ai vu, si ce n'est le meilleur biopic que j'ai vu. Pourtant, c'est Olivier Dahan, qui a pas forcément fait que des bons films. Mais waouh, Marion Cotillard, c'est une réelle caméléon. Caméléon. Quel caméléon. C'est pas drôle. Et vraiment, Marion Cotillard, c'est une des actrices les plus sous-cotées du cinéma entier. Sous prétexte qu'elle est morte comme une mère dans Batman. Mais quand les gens y pensent à ça, ils se souviennent pas qu'elle meurt au bout de 2 heures de film. Et qu'il y a déjà eu 2 heures de film où elle joue extrêmement bien. Et qu'il y a plein de circonstances atténuantes à cette mort de merde. Notamment le fait qu'elle était enceinte et dans une position pas possible. Mais voilà, un énorme film. Surtout en fait qui prend l'histoire de... Donc qui raconte donc de la jeunesse à la mort de Edith Piaf. Mais il la raconte pas du tout de façon linéaire. En fait, t'auras plein de trucs qui vont... Au départ, on va penser que ça a vraiment aucun lien toutes les scènes. Et en fait, si, en fait, t'as un truc qui se tisse. Et en fait, ma théorie, c'est que on suit la vie de Edith Piaf sur son lit de mort. Ça veut dire que tous les événements vont lui revenir au compte-gouttes, selon ce qu'elle entend, selon ce qu'elle vit. Et c'est extrêmement beau, extrêmement bien fait. C'est génial. Il y a un plan séquence dans ce film qui est ouf. Regardez-le. Ah bah, on a le troisième, parce qu'il faut savoir que donc, lui est sorti en 2005, 2004, 2005 et 2000, je crois. Ou un truc dans le genre. Ils sont sortis chacun à un intervalle. Et du coup, on parle de la fameuse trilogie des chanteurs français et Clo-Clo. Donc Clo-Clo, il est pas fameux comme film, mais il se rattrape avec des plans séquences qui sont oufissimes. Clairement, ce film n'est à voir pratiquement que pour ses plans séquences. Non, je rigole, le film a des très beaux décors, a des très belles lumières, mais vraiment, les plans séquences, ça fait tout le film. Il y en a 2 surtout à noter. Un sur Belinda, où il descend de son appart et qui passe à travers ses fans, ça qui est génial. Et un autre avec Comme d'habitude, qui est ouf, où en fait il va poursuivre une fille dans la rue en voiture et t'as vraiment l'impression que c'est une scène qui peut te sortir d'un Death Proof de Tarantino, tu vois. Et c'est oufissime, clairement. Regardez ce film pour ses plans séquences, ils sont géniaux. Amadeus, un classique de chez classique. Alors si vous l'avez pas vu et que vous vous dites cinéphile, ouais, c'est mal vu aujourd'hui de se dire cinéphile, bon, à voir impérativement. Dans sa version, pas dans sa version Director's Cut, parce que les scènes qui ont été rajoutées, elles sont pas ouf. Et waouh quoi. Enfin, Milos Forman, c'est meilleur film. Avec Volotunani Coucou, je dirais. J'adore la musique de Volotunani Coucou, je crois que c'est une de mes musiques préférées de cinéma. Et la scène de fin, c'est... Ouais, je vais pas le dire, mais une de mes scènes préférées, voilà. Mais ce film est vraiment génial. Et le rire de... Comment il s'appelle? Tom Hulce, c'est lui, va vous hanter, je pense, des jours. Et vraiment à voir, un classique de chez classique, un chef-d'œuvre de chez chef-d'œuvre. À voir. Walk the Line, un film qui est extrêmement cool. Bohemian Rhapsody va prendre beaucoup de codes de ce film-là. Et c'est génial, en fait, c'est réalisé par James Mangold, que vous connaissez sûrement parce que c'est le mec qui a fait Wolverine, le destin de l'immortel, et surtout Logan, qui était excellent. Et c'est le film un peu qui a imposé Joaquin Phoenix. Cet acteur est immense, la mise en scène est excellente. C'est d'une force rare. Et surtout, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un dîner qui se passe pas super bien dans ce film. Et ce film, il est sorti, je crois, un peu après de Signe de Shyamalan. Et là-dedans aussi, t'as Joaquin Phoenix qui vit un dîner pas forcément ouf. Donc, ne faites pas de dîner avec Joaquin Phoenix et regardez ce film, il est excellent. Et enfin, on arrive avec le film qui, je trouve, est le moins bon. Celui-là, Ray, qui est vraiment pas ouf. Malgré donc Jamie Foxx qui a eu l'Oscar, qui est extrêmement bon là-dedans. Un tout petit rôle aussi au début de Warwick Davis. C'est toujours cool, Warwick Davis. Et en plus, il est réalisé par Taylor Hackford. Alors, si vous le savez pas, Taylor Hackford, il a déjà présidé la guilde des réalisateurs. Ce sont un peu eux qui imposent les codes pour le cinéma. Et notamment, c'est eux qui imposent un peu le fait d'avoir 70% du film qui change pour qu'on puisse changer le réalisateur. Et voilà, clairement des films, celui que je vous conseille le moins, qui est pas... Et vraiment, comme je suis un peu chaud, je vais aussi vous présenter 4 films que je n'ai pas vus et que j'aimerais beaucoup voir, mais qui paraît qu'ils sont très bons. Alors le premier, celui dont j'ai le
enfin celui que je n'ai pas vu et que ça me fait le plus de peine, c'est I'm Not There. Un film sur Bob Dylan, où Bob Dylan est joué par 7 acteurs différents, dont Ben Whishaw, le mec qui devait jouer à une époque Freddie Mercury. Il y a aussi une fille qui joue, non plus de l'actrice, c'est l'actrice je crois qui joue pas mal avec du... Celle qui a joué dans Suspiria, non? Ça s'appelle. Et il y a aussi, il paraît que c'est excellent, et j'ai vraiment envie de le voir. Surtout que Bob Dylan quoi. Il y a un deuxième film, du coup, 2 qui sont sur Netflix. Enfin, un qui n'est pas Netflix, c'est NWA, un film sur NWA, qui était le deuxième plus gros succès au box-office après Bohemian Rhapsody. C'est-à-dire qu'il y a eu donc Walk the Line, qui a été un putain de succès. Puis après, il y a eu NWA qui l'a dépassé. Et après, il y a eu Bohemian Rhapsody qui a explosé les scores. À ma grande tristesse. Et il paraît que ce film est très très cool. Il y a un autre film aussi qu'un ami m'a conseillé, qui est cette fois un film Netflix qui s'appelle The Dirt, qui paraît est très très bon, donc j'ai un peu... je vais m'empresser d'aller le voir. Et pour finir, pour changer un peu, le film Walk Hard. Walk Hard, c'est une parodie de ça, avec l'excellent John C. Reilly, qui est un excellent acteur qui, autant dans l'humour que dans le drame, est toujours génial. Et il paraît que ce film est extrêmement drôle, sauf que j'ai pas trouvé ni en streaming ni en rien. Donc voilà, je vais essayer de le trouver. Ces 4 films, si je les vois, j'essaierai de mettre une petite critique dans les commentaires, s'ils sont bons. Et voilà, bisous.